effectivement, les images qu'on ramène, eh bien, elles sont exclusives. La réalité de l'armée russe n'est pas l'image qui est renvoyée par les médias mainstream, qui ont toujours tendance à expliquer que depuis 3 ans que cette armée est à genoux, qu'elle ne progresse pas, ce fameux grignotage qu'on entend à longueur d'émissions sur les plateaux de télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Charles d'Anjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Charles, je crois qu'aujourd'hui, vous avez une très bonne nouvelle à nous annoncer. Alors d'abord, avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs de bien s'abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour le référencement. Et comme je l'ai déjà dit, on subit des mesures d'invisibilisation de la chaîne YouTube. Et donc, pour qu'on puisse continuer à développer notre audience, il est très important que tous ceux qui nous regardent en ce moment s'abonnent, activent la cloche de cette chaîne YouTube et puissent liker, commenter, partager cette vidéo très largement. Alors oui, il y a une bonne nouvelle, c'est la sortie d'un nouveau documentaire sur l'application mobile Omerta que nos auditeurs peuvent retrouver dès maintenant en téléchargeant gratuitement l'application et en s'abonnant à l'application Omerta. Et ce documentaire, Dernière heure avant la guerre, eh bien, il a été tourné dans le Donbass, dans la région de Donetsk, sur un polygone d'entraînement. En fait, c'est dans un centre d'entraînement de l'armée russe, plus exactement de la brigade Piatniashka. C'est une brigade de volontaires, une brigade spéciale qui a été formée en 2014 au moment de la guerre entre les séparatistes du Donbass et l'armée de Kiev. Et cette brigade a poursuivi son développement et elle prend une part très active dans l'opération militaire spéciale, dans la guerre en Ukraine, sur tous les points chauds du front. C'est une brigade qu'on a déjà suivie dans la région de Koursk, mais aussi dans la région de Tchassiviar et de Bakhmout. Et là, on a suivi eh bien, les derniers préparatifs, les derniers entraînements d'un contingent de volontaires russes, mais pas uniquement, qui ont ensuite été déployés eh bien, sur le front. Donc ce documentaire, effectivement, j'en suis très fier. C'est un documentaire vraiment unique et qui, je pense, plaira à tous ceux qui s'abonneront pour le visionner. Alors c'est assez étonnant puisque dans ce documentaire, on voit beaucoup de volontaires étrangers, d'anciens légionnaires français. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte leur présence s'inscrit dans le côté russe? Écoutez, c'est vrai que d'abord, il faut rappeler que les contingents russes qui sont engagés sur le front, sur l'ensemble des 1200 km de la ligne de front, il comprend pour moitié des militaires professionnels et des conscrits de la première, et d'ailleurs de la seule mobilisation russe effectuée en 2022. Ça, c'est pour la première moitié. Et la deuxième moitié, elle est constituée par eh bien, des volontaires russes, c'est-à-dire des gens qui ont signé un contrat d'engagement de 6 mois ou d'1 an qui est renouvelable, qui ont décidé volontairement de venir servir et de faire la guerre pour leur pays, mais aussi par des volontaires étrangers. Alors, il y a des nationalités très différentes. Les volontaires étrangers qui se sont engagés dans l'armée russe, ils viennent un peu des 5 continents. Il y a beaucoup de Sud-Américains. Ça, on le savait. Il y en a d'ailleurs beaucoup aussi du côté de Kiev. Mais il y a aussi des Asiatiques, notamment des Chinois. Et il faut le noter, des volontaires français aussi. Ça, c'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent Omerta, puisqu'on a réalisé un reportage sur l'unité Normandie-Niemen. C'est cette unité de dronistes français qui sert sur le. Alors, quand on les a suivis, ils servaient sur le front de course. Depuis, ils sont sur le front de Pokrovsk. C'est un reportage aussi que nos auditeurs peuvent retrouver sur l'application mobile. Et puis, il y a aussi des anciens légionnaires, en particulier dans ce reportage qui sort. Ils sont effectivement plusieurs à avoir, une fois leur contrat là, avec la Légion étrangère terminé, avoir décidé de s'engager dans l'armée russe dans différentes unités. Il n'y a pas que la brigade Piatniashka, mais dans cette brigade, il y en a effectivement un certain nombre, dont ceux qu'on a rencontrés, qui se sont engagés
il y a un an et qui, lorsqu'on a tourné, eh bien, terminait une nouvelle session de préparation. Alors, c'est une thématique qui n'a jamais auparavant été traitée par d'autres médias. Ce sont les premières images où l'on voit justement des volontaires en train de s'entraîner. Autre question, pourquoi est-ce que les Russes font appel à des volontaires étrangers et est-ce que ces volontaires sont nombreux aujourd'hui? Et alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la guerre en Ukraine, elle est couverte par les médias mainstream, assez peu sur le terrain, et elle est surtout tournée exclusivement du côté ukrainien, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de reportages qui sont tournés en arrière ou un peu à l'écart de la ligne de front, mais toujours sur le prisme de l'Ukraine et qui montrent d'ailleurs l'afflux de volontaires étrangers. Ça a été d'ailleurs assez bien documenté par Laurent Braillard, qui est journaliste et blogueur installé dans le Donbass, côté russe. Il y a énormément de volontaires étrangers. C'est vraiment, ça se compte, je crois, à près de 20 000. Les pertes d'ailleurs côté ukrainien de ces volontaires étrangers sont assez effroyables parce qu'ils sont de plus en plus utilisés vraiment en première ligne pour éviter les pertes ukrainiennes. Donc il y a des pertes absolument terribles, notamment pour ce contingent de combattants colombiens. Mais il y en a aussi côté russe. La difficulté, c'est que elle est double en fait. C'est la raison pour laquelle c'est une exclusivité Omerta. C'est d'abord parce que ces médias mainstream ne veulent pas tourner côté russe, euh, parce que, parce que tout simplement la plupart de ces médias font de la propagande systématiquement pour l'Ukraine. Donc c'est un journalisme c'est un journalisme politique, c'est un journalisme de combat et de propagande. Donc ils refusent de venir tourner côté russe. L'autre raison aussi, c'est parce que tourner avec les Russes, si c'est, je dirais, c'est pas, c'est compliqué. Chez Omerta, on tourne côté russe, qui nous a d'ailleurs valu une interdiction de travailler en Ukraine. Régis Le Sommier s'est vu retirer son accréditation par les services spéciaux ukrainiens alors qu'il avait commencé la guerre en faisant un reportage du côté de Jitomir et d'Odessa. Et donc, effectivement, les images qu'on ramène, eh bien, elles sont exclusives et elles montrent ce qu'est la réalité de cette guerre côté russe, c'est-à-dire que d'abord, effectivement, l'armée russe n'a pas la réalité de l'armée russe n'est pas l'image qui est renvoyée par les médias mainstream, qui ont toujours tendance à expliquer que depuis 3 ans que cette armée est à genoux, qu'elle ne progresse pas, ce fameux grignotage qu'on entend à longueur d'émissions sur les plateaux de télévision. Sauf qu'effectivement, ce grignotage, en ce moment, eh bien, il progresse et il est dû en partie à cette participation des volontaires étrangers. Il y a des volontaires qui arrivent sans avoir vraiment d'expérience au combat. Ça, on le voit aussi en Ukraine. C'est la raison pour laquelle ils passent par des sessions de formation assez intenses, qui sont comprises entre plusieurs semaines et 3 mois. Et puis, il y a des volontaires qui ont beaucoup plus d'expérience, notamment ces anciens légionnaires qui ont passé au minimum 5 ans, voire 10 ans, voire 15 ans dans la Légion étrangère. Il y en a d'ailleurs qui viennent d'autres unités. Il n'y a pas que de la Légion étrangère, il y a aussi des chasseurs alpins ou des troupes de marine. Et c'est vrai que ces combattants, s'ils n'ont pas reçu une expérience du combat très intense dans l'armée française, parce que les missions de l'armée française depuis longtemps, ce sont des missions de contre-terrorisme ou un peu d'opérations spéciales pour ce qui est de l'Afrique, du Mali, du Niger. Mais l'armée française n'a pas, et donc ces soldats n'ont jamais eu d'expérience de combat de très haute intensité, de cette guerre conventionnelle avec de l'artillerie, des chars, des missiles à sous-munitions, des drones. Tout ça, et même pour ces combattants qui sont expérimentés, qui sont en très bonnes conditions physiques, qui ont des connaissances techniques très poussées, eh bien, c'est totalement nouveau. Et c'est l'intérêt aussi du documentaire, c'est justement, on voit ces, ces vétérans de la Légion étrangère, qui sont d'ailleurs dans les premiers aux tests physiques et aux tests techniques de l'armée russe. C'est à signaler, ce qui veut dire que l'armée française est, à, je dirais, un très bon niveau, en particulier parce qu'elle a de très bons cadres, elle a de très bons sous-officiers et de très bons officiers. Eh bien, tout ça est quand même nouveau pour eux. Et ça fait partie aussi un peu de leur motivation. Quand on creuse les motivations, c'est ce qu'on peut voir dans le reportage. Il y a évidemment un aspect pécunier, mais en fait qui n'est pas l'alpha et l'oméga de leur engagement, puisqu'ils gagnent bien moins que ce qu'ils gagnaient dans l'armée française ou dans la Légion étrangère. Le salaire en Ukraine, pour ces volontaires, c'est à peu près de 250 000 roubles, c'est-à-dire 2 500 euros. Donc, c'est pas des montants faramineux.
Mais il y a une autre motivation qui explique leur engagement et cette prise de risque loin de chez eux, c'est l'aspect un peu idéologique et le soutien qu'ils font, le désir de soutenir finalement la Russie de Vladimir Poutine, parce que tout simplement, ils s'en sentent idéologiquement proches et ils en sont alignés. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est particulièrement intéressant parce qu'on voit que, contrairement à ce qui est souvent dit, il n'y a pas que, je dirais, l'argent, la solde n'est pas l'unique motivation. Et il faut d'ailleurs aussi souligner que beaucoup de ces anciens légionnaires ne sont pas français, qu'il n'y a pas, en tout cas nous on n'en a pas rencontré, il n'y a pas d'ex-légionnaires qui soient de nationalité russe. Ils viennent d'un peu partout, ils viennent d'Europe occidentale, ils viennent d'Amérique du Sud, mais pas de la Russie. Donc c'est vraiment pour eux, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, je dirais, une nouvelle vie loin de la Légion, loin de leur pays d'origine et et sur un point du globe, le Donbass, qui est aujourd'hui l'un des points les plus dangereux, parce que cette guerre, elle n'a pas d'équivalent dans le monde, et avec l'apparition des drones, évidemment, les risques sont décuplés pour les fantassins, je dirais, de base. La plupart sont, alors, soit dronistes, ils ont reçu une spécialité pour les drones, soit ce sont des fantassins de base, ils sont versés dans des unités d'assaut. Et ça se voit, enfin, je dirais, c'est une expérience qui est unique au monde parce que cette guerre, je l'ai dit, avec cette intensité, elle ne se déroule qu'en Ukraine. Alors, pour terminer, Charles, savez-vous à quel endroit précis ont été déployés ces volontaires? Et aujourd'hui, quel est l'état du front? Oui, alors ces volontaires, ils ont reçu une formation de 3 mois. Effectivement, pour ce qui est de ces anciens de la Légion, je dirais, ils ont appris un certain nombre de choses parce que l'armée russe est différente de l'armée française, les matériels sont différents, les procédures sont aussi différentes. Ils ont aussi pu un peu se remettre en condition physique. Ce qui est aussi impressionnant, c'est on voit qu'ils sont effectivement quasiment majors à chaque épreuve, ce qui veut dire que les fondamentaux appris à la Légion sont vraiment excellents. Et après cette période d'adaptation et de remise en forme, ils ont été versés dans des unités d'assaut un peu partout sur la ligne de front, dans le secteur de Pokrovsk, qui est aujourd'hui un des plus chauds de la guerre en Ukraine. Ce qui m'amène effectivement à développer le deuxième point de ta question, c'est qu'en ce moment, le front en Ukraine est extrêmement actif. Il n'est pas très relayé sur les médias occidentaux parce que l'actualité s'est focalisée sur la démission de Sébastien Lecornu, les problèmes de politique interne français. Il s'est aussi focalisé sur le règlement de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais cette guerre en Ukraine, elle continue. Et avec l'échec des négociations et un peu la relâche de Donald Trump qui ne s'occupe plus trop de ce sujet, eh bien, les combats sont en train de s'intensifier parce que les Russes sont en train de s'approcher de points tout à fait stratégiques, de zones urbaines organisées en forteresse par l'armée ukrainienne, que sont les villes de Kupiansk et de Pokrovsk, mais aussi dans le nord, près de Kharkov, il y a un front qui est extrêmement actif. Les Russes sont en train d'essayer de liquider des poches de résistance ukrainiennes. Et on voit bien d'ailleurs, moi je l'ai constaté cet été sur le terrain dans le Donbass, que les Russes sont en train de préparer cette guerre d'hiver qui s'annonce avec des moyens assez exceptionnels. J'ai pu voir vraiment des colonnes de véhicules blindés modifiées, adaptées avec des protections anti-drones. On voit bien que les Russes mettent le paquet, que l'industrie d'armement fonctionne à plein régime, qu'ils reçoivent aussi une aide massive de la Corée du Nord, pas seulement de la Chine, de l'Iran et d'autres pays qui aident la Russie à tenir dans cette guerre, à tenir économiquement, financièrement, mais aussi à tenir sur le plan de l'équipement en munitions, en véhicules blindés, en technologie. Et de ces volontaires étrangers, il n'y a pas que les légionnaires. Dans ce reportage, on voit aussi beaucoup de Chinois, par exemple. On voit il y a des contingents, bien qu'il n'y ait pas d'accord officiellement entre les pays, on voit qu'il y a aujourd'hui le nombre des volontaires étrangers est en train de grossir du côté russe. Et c'est tout à fait intéressant parce que d'abord, ça souligne qu'il n'y a pas de manque il n'y a pas de manque de. La masse humaine est là pour l'armée russe et que d'ailleurs, la sélection est un peu plus dure qu'au début.
Quand on est venu il y a 2 ans dans cette même région, je dirais les Russes prenaient un peu tous les volontaires. Il n'y avait pas vraiment de sélection parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'hommes. La guerre était très consommatrice, c'était la contre-offensive ukrainienne, donc c'était une période assez dure. Ils prenaient un peu tout ce qui se présentait. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sélectifs, ce qui veut dire que d'abord la guerre se fait un peu différemment avec l'apparition des drones. Je dirais que cette guerre se fait de manière précautionneuse. Les assauts sont faits par de petits groupes d'infanterie. Il y a plus de grands assauts comme on en a vu à Mariupol. Et donc, ils peuvent se permettre aussi, parce qu'ils ont un afflux de candidatures, de sélectionner et voire de rejeter aussi les candidats qui ne font pas l'affaire. Quand on était sur ce polygone d'entraînement, il y a un certain nombre de volontaires qui ont été écartés, peut-être versés dans des fonctions de logistique, mais qui ont été jugés inaptes au service dans des unités d'assaut. Ce qui veut dire que les Russes aujourd'hui sont en train de faire monter leurs effectifs en compétences, en qualité, parce que cette guerre, elle est plus technique et qu'ils ont aussi le temps de pouvoir sélectionner et former ceux qui vont envoyer au combat. Donc, donc aujourd'hui, je pense que là, on est dans la préparation d'un nouveau tournant de la guerre. Si les Russes prennent ces forteresses de Kupiansk et de Pokrovsk, on va passer sur une nouvelle étape avec l'arrivée sur des points très difficiles, mais qui finalement seront un peu la dernière étape de cette guerre dans le Donbass, que sont les villes de Kramatorsk et de Slaviansk. Et donc, on voit que si la couverture médiatique est quasiment inexistante sur la guerre en Ukraine en ce moment, sur le terrain, c'est extrêmement actif et il n'y aura pas il y aura pas de pause donnée par les Russes à l'armée ukrainienne qui d'ailleurs se bat avec courage et détermination, qui aussi a du mal à recruter. Pour ce qui est de l'armée ukrainienne, il y a des problèmes de recrutement qui sont énormes. Ils en sont à la troisième mobilisation. Ils ont du mal à mobiliser. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas côté russe. Il n'y a eu qu'une mobilisation. Et du côté des volontaires, il y a vraiment, je dirais, il y a absolument pas de manque. Les volontaires arrivent en nombre pour tout un tas de raisons. Une d'entre elles aussi, il faut le souligner, parce que j'ai parlé de l'argent et du support de la solde et du support à la Russie. Il faut aussi souligner que dans cette période où la Russie est un peu isolée du monde occidental, où l'Europe occidentale a déclaré la guerre à la Russie, pour ainsi dire, eh bien, il y a une motivation supplémentaire. Les Russes, ceux qui sont là, souhaitent vraiment en découdre. Et je dirais, pour beaucoup qui ne s'étaient pas engagés au début de la guerre, il y a aussi peu une question de principe d'obtenir la victoire pour la Russie, je dirais, parce que c'est finalement pour ces gens qui ont longtemps été méprisés et considérés comme des crétins, des abrutis, des alcooliques par les Occidentaux, c'est une manière aussi de prendre leur revanche sur ce monde occidental qu'ils jugent, hein, selon eux, arrogant et donneur de leçons. Donc tout ça fait que ce reportage permet de comprendre la suite, permet de comprendre l'état des forces russes et permet de comprendre ce qui va arriver. Leur déploiement dans la zone de Pokrovsk, je le dis, c'est une des zones les plus actives du front, les plus dangereuses. Eh bien, c'est pas anodin. Ça veut dire que dans ces unités d'assaut, ils sont aujourd'hui versés vraiment au cœur des combats les plus denses, les plus difficiles sur ce front. Donc, c'est très important, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent à la guerre en Ukraine de pouvoir visionner ce reportage. Et je termine en disant que nous avons d'autres projets en Ukraine très bientôt. Nous allons en reparler à nos auditeurs, mais pour que nous puissions les réaliser, nous avons vraiment besoin de leur soutien. Pour tous ces reportages en Ukraine, nous n'obtiendrons jamais aucune subvention publique. D'ailleurs, je dirais, les subventions publiques sont l'apanage exclusif des médias de gauche ou d'extrême gauche, comme France Inter, Libération, Télérama et tout le service public, mais pour des médias libres et surtout qui vont sur le terrain, parce que Omerta est le seul média à aller sur le terrain. Vous avez beaucoup de médias, y compris non mainstream, qui commentent cette guerre en Ukraine, qui font des phrases, qui font venir des intervenants pour en parler, mais tout ça reste de l'abstrait. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas surtout raconter cette guerre en Ukraine tant qu'on ne l'a pas vécue, tant qu'on n'a pas été au contact de ces soldats, tant qu'on n'a pas été voir ce que ça donnait sur le terrain. Sans cette expérience, sans ces images qu'on ramène, sans ces récits, sans ces témoignages, comprendre la guerre en Ukraine et pouvoir l'analyser, eh bien, c'est, je dirais, impossible. Impossible. On ne peut pas commenter cette guerre
quand on reste assis sur un fauteuil avec un micro. C'est pas possible. Pour la comprendre, il faut y aller. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans. C'est ce qu'on va continuer à faire, mais pour pouvoir continuer, il est très important, chers auditeurs, de soutenir Omerta. Vous avez en plus des contenus à la hauteur de votre engagement et de votre soutien. C'est du donnant-donnant. Vous nous soutenez et nous, on vous ramène les images, les analyses, les témoignages, tout ce qui se passe sur le terrain, comme si vous y étiez. Donc, chers amis, téléchargez l'application, c'est gratuit. Abonnez-vous à l'application et continuez de nous aider, c'est très important. Merci beaucoup, Charles. Fine, merci à tous et à très bientôt en plateau ou sur le terrain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.